Ma famille a oublié que j'existais. Au dîner, j'ai dit calmement, j'ai vendu l'application. Mon frère a eu un sourire en coin, pour de l'argent de poche. J'ai répondu, 180 millions d'euros, cash. La pièce est devenue silencieuse. Maman a laissé tomber sa fourchette. Je m'appelle Élise. J'ai 26 ans et en ce moment, je suis assise au siège 1A d'un vol de Grenoble à Brest, fixant la condensation sur un verre de champagne qui coûte plus cher que toute ma garde-robe du lycée. L'hôtesse de l'air vient de me demander si j'avais besoin d'une serviette chaude. J'ai dit oui, principalement parce que je voulais ressentir autre chose que la peur glaciale qui s'installait dans mon estomac. Pour le monde, ou du moins pour la tranche très spécifique du monde de la tech qui lit les blogs sur le capital risque, je suis une success story. Je suis la fondatrice de Vital Pulse. Je suis la femme qui vient de signer un contrat d'une valeur de 180 millions d'euros. En cash et en action. L'encre est à peine sèche. Le virement attend sur un compte séquestre dont le solde ressemble à un numéro de téléphone. Mais pour les personnes que je vais voir, je ne suis rien de tout cela. Pour Martine et Henri, mes parents, et pour Kevin, mon frère de 31 ans, je suis juste Élise. Le bruit de fond, l'erreur qu'ils ont décidé de garder, mais qu'ils n'ont jamais vraiment su comment aimer. Pour eux, je travaille dans un magasin de réparation d'ordinateurs, réparant des claviers cassés et réinitialisant des mots de passe pour un salaire à peine supérieur au SMIC. Je les ai laissés croire cela pendant des années. Pourquoi ? Parce qu'il était plus facile pour eux d'être déçus par ma pauvreté que d'être utilisés pour ma richesse. L'avion traverse une zone de turbulence, secouant le verre de champagne. La chute soudaine me retourne l'estomac, et d'un coup, je ne suis plus en première classe. J'ai de nouveau 8 ans. Je me souviens parfaitement du jardin de notre ancienne maison à Brest. C'était un après-midi gris, typique de la Bretagne. C'était le 13e anniversaire de Kevin. Mes parents avaient mis les petits plats dans les grands. Il y avait un château gonflable, un barbecue préparé par un traiteur, et près de 40 enfants qui couraient partout en criant. J'étais assise sur les marches de la terrasse, tenant une assiette en carton avec un hot-dog froid dessus. Mon anniversaire avait eu lieu 2 semaines plus tôt. J'avais reçu une poupée en solde avec un œil qui ne se fermait pas correctement et une carte que mon père avait signée en regardant la télévision. Puis vint l'événement principal. Mon père, Henri, a sorti une moto de cross neuve et rutilante. Elle était verte et noire, bruyante et chère. Kevin a hurlé. Il a couru, a sauté dessus et a commencé à faire vrombir le moteur pendant que les autres enfants l'acclamaient. Ma mère, Martine, rayonnait. Elle le regardait comme s'il était le Messie. « Regarde-le, Henri, dit-elle. C'est un don inné. Il va devenir une star. » 10 minutes plus tard, Kevin a essayé de faire une roue arrière, a perdu le contrôle et a fait basculer la moto sur l'herbe. Il s'était raflé le genou. Juste une éraflure. Pas de sang, juste la peau rouge. Mais on aurait dit qu'il avait reçu une balle. La musique s'est arrêtée. Ma mère s'est précipitée, en gémissant. Mon père criait pour qu'on apporte de la glace. La fête s'est brusquement interrompue pour que tout le monde puisse s'occuper de l'enfant prodige. Dans le chaos, j'avais erré jusqu'à la balançoire. J'essayais de voir jusqu'où je pouvais monter, d'essayer de voir par-dessus la clôture, peut-être d'essayer de voir un monde où j'avais de l'importance. J'ai glissé. Je suis tombé lourdement sur les dalles en béton de la terrasse. Mon coude s'est ouvert. Le sang a commencé à couler le long de mon bras, tachant mon t-shirt blanc bon marché. La douleur était si intense que je n'ai pas pu respirer pendant une seconde. Je me suis approché de la foule qui entourait Kevin. J'ai tiré sur la chemise de ma mère. « Maman » ai-je murmuré. « Je saigne. » Elle n'a même pas baissé les yeux. Elle a balayé ma main comme si j'étais une mouche. « Pas maintenant, Élise » a-t-elle lancé. « Tu ne vois pas que ton frère est blessé ? Arrête d'essayer de tout ramener à toi. Rentre à l'intérieur et lave ça. » Je suis resté là un instant, le sang coulant sur mes baskets, la regardant embrasser le genou intact de Kevin. C'est la première fois que j'ai appris la règle de notre maison. La douleur de Kevin est une tragédie. Ma douleur est un inconvénient. Je suis entré dans la maison, j'ai grimpé sur le lavabo de la salle de bain et j'ai nettoyé le gravier de mon bras avec de l'eau froide qui piquait. Je l'ai enveloppé de papier toilette et de ruban adhésif parce que nous n'avions plus de pansement.
Je n'ai pas pleuré. C'est ce jour-là que j'ai arrêté de pleurer pour eux. Le pilote annonce notre descente vers Brest. Les nuages gris à l'extérieur du hublot sont exactement les mêmes que ce jour-là. Je prends une gorgée de champagne. Il a un goût de luxe, mais il n'efface pas le goût de ce souvenir. Je retourne là-bas. Mais cette fois, je ne suis pas la petite fille au bras bandé avec du ruban adhésif. Je suis celle qui tient le chèque. Si l'incident de la moto de cross était la fissure dans les fondations, l'incident de l'appendicite a été le moment où toute la maison s'est effondrée sur moi. J'avais 16 ans. C'était un mardi de novembre. Je me suis réveillé avec une douleur sourde près de mon nombril. À midi, pendant mon examen d'histoire, elle s'était déplacée vers le bas de mon côté droit et s'était transformée en quelque chose qui ressemblait à un couteau chaud qui se tordait à chaque mouvement. J'ai raté l'examen parce que je ne pouvais pas me concentrer sur la révolution industrielle alors que mes entrailles semblaient exploser. J'ai réussi à rentrer de l'école à pied, plié en deux tous les 100 mètres. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la maison était en effervescence. Kevin, qui avait 21 ans à l'époque et vivait à la maison après avoir raté son premier semestre dans une université publique, se préparait pour son match de championnat. Ce n'était pas un vrai championnat. C'était un championnat de football amateur pour adultes, mais pour Martine et Henri, c'était la Coupe du Monde. Ils étaient dans la cuisine, préparant des encas et remplissant des glacières. « Maman » ai-je haleté, m'appuyant contre le cadre de la porte. Mon visage était pâle, en sueur. Quelque chose ne va pas. Mon ventre. Je crois que j'ai besoin d'un médecin. Ma mère n'a pas levé les yeux des sandwichs qu'elle préparait. Prends du Doliprane, Élise. Nous devons partir dans 10 minutes. Kevin a besoin de nous là-bas pour l'échauffement. Non, ai-je dit, la voix tremblante. C'est grave. Ça fait vraiment mal. S'il te plaît. Kevin est entré en uniforme, jonglant avec un ballon. Elle fait juste semblant parce qu'elle a raté son test d'histoire, a-t-il ri. La reine du drame, Élise, comme d'habitude. Mon père m'a regardé, puis a regardé sa montre. On n'a pas le temps pour un détour, ma puce. Si tu es toujours malade quand on rentrera, on verra ça. Je me suis effondré sur le sol en lino. La douleur était maintenant aveuglante. Je me suis recroquevillé en position fétale. Je ne peux pas marcher, ai-je murmuré. Ma mère a soupiré. C'était un son fort, exaspéré, que je n'oublierai jamais. Elle m'a enjambé. Littéralement, elle a enjambé mon corps pour atteindre la glacière. Très bien, reste ici. Mais ne t'attends pas à ce qu'on te ramène à manger si tu vas bouder toute la soirée. Allez, Henri. Kevin, on y va. Et ils sont partis. Ils ont enjambé leur fille qui se tordait de douleur sur le sol de la cuisine pour aller voir leur fils adulte jouer un match de football sans importance. Le silence de la maison après que la porte a claqué était terrifiant. Je savais avec une clarté qui ne vient généralement qu'aux adultes que si je ne faisais rien, je pourrais mourir. Et je savais que mes parents seraient probablement plus agacés par les frais d'obsèques que par ma perte. J'ai rampé jusqu'au téléphone fixe. J'ai appelé une compagnie de taxi. Je n'ai pas appelé le 112 parce que j'étais terrifié par la facture de l'ambulance, une peur instillée en moi en entendant mon père se plaindre d'argent tous les jours, bien qu'il ait acheté une nouvelle voiture à Kevin cette année-là. Quand le taxi est arrivé, le chauffeur, un homme plus âgé d'origine maghrébine nommé Monsieur Ben Ali, m'a jeté un regard alors que je rampais dans l'allée et a couru pour m'aider. Il m'a porté sur la banquette arrière. Il a roulé à 130 km/h jusqu'aux urgences les plus proches. Il est même resté dans la salle d'attente jusqu'à ce que les infirmières m'emmènent. Un inconnu s'est plus soucié de ma survie en 20 minutes que mes parents en 16 ans. Mon appendice s'était rompu. Le chirurgien m'a dit plus tard que si j'avais attendu 2 heures de plus, l'infection serait devenue septique et je n'aurais probablement pas survécu. Je me suis réveillé de l'opération seul, sans fleurs, sans ballon, juste le bip du moniteur. Mes parents sont arrivés 2 jours plus tard. 2 jours. Quand ils sont entrés dans la chambre, mon père tenait un ballon métallique dégonflé sur lequel était écrit « Bravo l'équipe ». Un reste évident du match de Kevin. « Tu nous as vraiment fait peur », a dit ma mère en tirant une chaise, mais elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air agacée. « La part de la mutuelle va être ridicule, Élise. Tu sais que les temps sont durs en ce moment avec les mensualités de la voiture de Kevin.
J'ai failli mourir, ai-je dit. Ma voix était rauque à cause de l'anesthésie. Oh, ne sois pas dramatique, a dit Kevin depuis le seuil de la porte. Il n'est même pas entré dans la chambre. Il envoyait des SMS sur son téléphone. C'est une opération de routine. Les gens se font opérer de ça tous les jours. C'était le moment. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais biologiquement la leur, mais émotionnellement, j'étais une orpheline. J'ai arrêté d'attendre qu'il m'aime. J'ai arrêté d'attendre qu'il me protège. J'ai réalisé que la seule personne qui allait sauver Élise, c'était Élise. La remise des diplômes du lycée, 2 ans plus tard, a été le dernier clou dans le cercueil, ou plutôt le pistolet de départ de mon évasion. J'avais passé mes 2 dernières années de lycée à travailler comme plongeuse dans un restaurant et à cacher l'argent dans un manuel de biologie évidé. J'étudiais en récurant la graisse des assiettes. J'ai eu d'excellentes notes. J'ai été accepté dans le cursus d'informatique à l'université de Bretagne occidentale. Ce n'était pas Polytechnique, mais c'était mon billet de sortie. Kevin avait obtenu son diplôme après sa 3e tentative à l'université ce même mois, avec une licence en études générales et une moyenne qui frisait à peine le octobre 2020. Mes parents lui ont organisé un gala. Ils ont loué une salle. Ils lui ont acheté un Audi Q5 flambant neuf parce qu'il avait travaillé si dur pour se trouver. Pour moi, ils ont oublié de commander un gâteau. Mon père m'a tendu une carte avec 50 € dedans et a dit « Ne dépense pas tout d'un coup ». Quand je leur ai montré ma lettre d'acceptation et le dossier d'aide financière, ma mère a froncé les sourcils. Ça ne couvre que les frais de scolarité, Élise. Et le logement, les livres, la nourriture? J'espérais, ai-je commencé, me détestant de même demander, que peut-être vous pourriez vous porter garant pour un petit prêt étudiant ou m'aider avec le loyer. Ma mère a ri. Ce n'était pas un rire méchant, juste un rire dédaigneux, ce qui était pire. Oh, ma chérie. On vient de refinancer la maison pour payer le voyage post-diplôme de Kevin en Europe. Il a besoin de voir le monde pour trouver l'inspiration pour sa carrière. On ne peut pas s'endetter davantage pour toi. Tu es intelligente. Tu te débrouilleras. Tu t'es toujours débrouillée. Tu te débrouilleras. L'hymne de ma vie. Le jour du déménagement fut silencieux. Il n'y eut aucune fanfare. Aucun parent pour m'aider à faire mes cartons. Kevin était déjà à Amsterdam, postant des photos de lui fumant de l'herbe dans des coffee shops. Mes parents étaient au travail. J'ai emballé toute ma vie dans le coffre d'une Renault Clio rouillée que j'avais achetée dans une casse pour 600 €. Des vêtements, des livres, mon vieil ordinateur portable, et le manuel de biologie évidé avec mes économies. Je n'ai pas laissé de mots. Il n'y avait rien à dire. J'ai juste laissé la clé de la maison sur le comptoir de la cuisine, à côté de la pile de factures impayées que mon père ignorait toujours. En sortant de l'allée, j'ai regardé la maison une dernière fois. Elle ressemblait à une maison de banlieue normale. Une belle pelouse, une peinture bleue, un panier de basket dans l'allée que seul Kevin avait le droit d'utiliser. Mais pour moi, elle ressemblait à une prison dont je venais de m'évader. J'ai roulé vers la ville, le cœur battant dans ma poitrine. Je n'avais pas de chambre en résidence universitaire parce que je ne pouvais pas payer la caution. J'avais trouvé une chambre dans un appartement en colocation avec 4 autres personnes dans un quartier peu engageant près de l'université. Ça sentait le moisi et la bière éventée, mais ça coûtait 400 € par mois. J'ai déballé mes cartons seul. J'ai mangé une tasse de nouilles instantanées pour le dîner, assise par terre parce que je n'avais pas de chaise. Et puis à 4 heures du matin, incapable de dormir, j'ai enfilé mes baskets et je suis allé courir. La course est devenue ma drogue. Je courais jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Je courais jusqu'à ce que mes jambes soient en plomb. Je courais parce que si je m'arrêtais, la réalité écrasante que j'étais complètement seul au monde me rattraperait. Je courais dans les rues sombres de Brest, devant les tentes de sans-abri, devant les magasins fermés, devant les campus technologiques étincelants où les gens gagnaient des salaires à 6 chiffres. J'ai regardé ces bâtiments de verre et je me suis fait une promesse. Je n'allais pas seulement survivre. J'allais bâtir une forteresse si haute que ma famille ne pourrait plus jamais me piétiner. Mes années d'université n'ont pas été remplies de fêtes ou de matchs de foot. Elles ont été un tourbillon de caféine, de code et de cortisol. Je suivais un programme complet de cours pendant la journée. De 16 h à minuit, je travaillais au support technique d'un centre d'appel,
me faisant crier dessus par des inconnus parce que leur internet ne fonctionnait pas. De minuit à 3 heures du matin, je travaillais sur mes propres projets. C'est là que j'ai rencontré Julien. Julien était la seule autre personne dans la salle informatique à 2 heures du matin un vendredi soir. C'était un gars maigre avec des cheveux en désordre et un sweat à capuche qui semblait ne pas avoir été lavé depuis un mois. Il m'a trouvé endormi, le visage sur mon clavier, bavant légèrement. « Tu vas avoir le syndrome du canal carpien en dormant comme ça », a-t-il dit. Ce fut le début du partenariat le plus important de ma vie. Nous nous sommes liés d'amitié en étant fauchés et obsédés par l'efficacité. Nous mangions des sandwichs périmés des distributeurs automatiques du campus parce qu'ils étaient à moitié prix. Nous pirations le Wi-Fi de la bibliothèque après les heures d'ouverture. L'idée de Vital Pulse n'est pas venue d'un coup de génie. Elle est venue du désespoir. J'étais tout le temps malade, ulcère de stress, migraine, insomnie. J'avais besoin d'un moyen de suivre mes propres marqueurs de santé parce que je ne pouvais pas me permettre d'aller chez le médecin. J'ai créé un script simple pour enregistrer mes symptômes, mon sommeil et les corréler avec mes niveaux de stress. Julien l'a vu par-dessus mon épaule un jour. « Ce n'est pas juste un journal intime », a-t-il dit, mâchonnant le capuchon d'un stylo. « C'est un algorithme. Si tu pouvais intégrer ça avec des données de wearable, Élise, les gens paieraient pour ça. » Nous avons commencé à construire. Notre bureau était le salon de mon appartement moisi. Nous codions sur des ordinateurs portables tenus par du ruban adhésif et de l'espoir. Pendant que je codais 14 heures par jour, mon téléphone vibrait de temps en temps. C'était généralement ma mère. « Tu as vu les photos que Kevin a postées ?» demandait-elle, en sautant le bonjour. « Il est en Italie maintenant. Il dit que les pâtes sont incroyables. Il est si beau. Élise, tu devrais commenter ces photos. Il se sent mal que tu sois si distante. » Je regardais mon bol de ramen instantané, le sodium brûlant les aftes dans ma bouche, et je regardais la photo de Kevin tenant un verre de vin sur un balcon à Florence. Mes parents payaient pour ça. Ils payaient pour son voyage d'autodécouverte pendant que je décidais entre acheter du dentifrice ou un ticket de bus. « C'est bien, maman, disais-je d'une voix plate. Je dois retourner travailler. » Travailler, 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 se moquait-elle. Tu vas te transformer en une vieille fille ennuyeuse avant tes 25 ans. Kevin, lui, profite de la vie. Tu devrais essayer un jour. J'ai raccroché. Je ne lui ai pas parlé de l'application. Je ne lui ai pas dit que Julien et moi venions d'atteindre nos 1000 premiers utilisateurs. Je ne lui ai pas dit qu'un investisseur providentiel regardait notre présentation. J'ai appris à cacher mes victoires parce que si je les lui montrais, elle trouverait un moyen de les faire paraître petites par rapport à l'existence de Kevin. Kevin m'a appelé une fois pendant cette période. Il était 3 heures du matin, mon heure. Il était ivre. « Salut, Lise », a-t-il baragouiné. « J'ai besoin d'un service. J'ai trop dépensé sur la côte amalfitaine. Maman et papa sont au bout de leur carte de crédit. Tu peux me virer genre 500 balles ? Je sais que tu bosses à ton petit boulot d'informatique. » Je n'ai pas 500 €, Kevin, ai-je dit. J'ai 12 € sur mon compte courant. Il a ri. Un son cruel et pâteux. Mon Dieu, tu ne sers à rien. Juste à jouer avec les ordis et à rester pauvre. Tant pis. J'appellerai mamie. Il a raccroché. J'ai fixé le téléphone. Puis je me suis retourné vers l'écran et j'ai codé jusqu'à ce que mes yeux saignent. Chaque ligne de code était une brique dans le mur que je construisais entre nous. À 23 ans, Vital Pulse avait obtenu son premier tour de financement sérieux. Nous n'étions pas riches, mais nous pouvions payer les factures. Nous avions déménagé dans un petit bureau sans fenêtre au centre-ville de Brest. Puis est arrivée la convocation. Kevin allait se marier. Il avait rencontré une fille nommée Mélanie dans un bar 3 mois plus tôt et apparemment, c'était le grand amour. Mes parents étaient aux anges. Ils organisaient un mariage qui coûtait plus cher que mes frais de scolarité. Ma mère m'a appelé un mois avant la date. « Tu viens, évidemment », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Maman, je ne peux pas », ai-je dit. Nous lançons la version bêta ce week-end. C'est crucial. C'est le mariage de ton frère, Élise, a-t-elle hurlé. La famille passe avant tout. Et puis, on a besoin de toi.
Besoin de moi pourquoi? Eh bien, le photographe est cher, alors nous l'avons engagé uniquement pour la cérémonie. On a besoin que tu prennes des photos à la réception. Tu as un appareil photo, non? Et on a besoin d'aide pour l'installation et pour conduire les invités de l'hôtel. Je n'étais pas invité en tant qu'invité. J'étais réquisitionné comme main-d'œuvre gratuite. Je voulais dire non. Mon Dieu, comme je voulais dire non, mais le conditionnement à la culpabilité est profond. J'ai pris l'avion pour rentrer. J'ai payé mon propre billet, ce qui a coûté à l'entreprise une semaine de liquidité. Le mariage a été un cauchemar. Mes parents avaient de nouveau hypothéqué la maison pour le payer. Kevin portait un smoking à 3 000 €. Je portais une robe que j'avais achetée dans une friperie. Pendant la réception, alors que je courais partout en sueur, prenant des photos de parents ivres avec mon réflexe d'entrée de gamme, les discours ont commencé. Mon père s'est levé, tenant une coupe de champagne. À mon fils, Kevin, a-t-il rayonné, les larmes aux yeux. La lumière de nos vies. Tu as toujours été spécial, mon fils. Nous sommes si fiers de l'homme que tu es devenu. Tu mérites le monde. Ma mère a pris le micro. Et à Mélanie, bienvenue dans la famille. Nous sommes si heureux que Kevin ait trouvé quelqu'un qui l'apprécie. Nous avons toujours soutenu Kevin en tout. Et le voir ici aujourd'hui, c'est notre plus grande réussite. J'étais debout à 3 mètres de là, tenant un appareil photo, les pieds meurtris dans des talons bon marché. Ils ne m'ont pas mentionné. Pas une seule fois. Ils ont remercié le traiteur. Ils ont remercié le DJ. Ils ont remercié les invités qui avaient voyagé de loin, mais la fille qui capturait leurs souvenirs était invisible. Puis Kevin a pris le micro. Il a regardé la salle, s'imprégnant de l'adoration. Je veux remercier mes parents, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Vous êtes les meilleurs. Vous n'avez jamais cessé de croire en moi, même quand les choses étaient difficiles. Vous êtes le seul système de soutien que j'ai jamais eu. Le seul système de soutien. J'ai pensé à Julien, à qui j'avais envoyé un texto de panique plus tôt. Il n'était pas là, mais sa réponse était gravée dans mon esprit. Il ne te mérite pas, et il revient au bureau. Nous construisons le futur. Eux, ils ne font que répéter le passé. J'ai posé l'appareil photo sur une table. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis sorti par la porte de derrière de la salle de réception, je suis monté dans ma voiture de location et j'ai conduit directement à l'aéroport. J'ai bloqué leur numéro pendant 3 mois. Le mariage a duré 6 mois. Mélanie a quitté Kevin parce qu'elle a réalisé qu'il n'avait pas de travail, pas d'ambition et qu'il était entièrement dépendant de ses parents. Mes parents ont perdu 40 000 € dans ce mariage. Mais j'ai gagné quelque chose. J'ai gagné la certitude absolue que je ne les laisserai plus jamais m'utiliser. Cette nuit-là, j'ai repris l'avion pour Brest, je suis entré dans notre petit bureau à 2 heures du matin et j'ai dit à Julien, au travail. Je veux un jour acheter un immeuble qui jettera une ombre sur toute leur maison. 2 ans après le désastre du mariage, j'étais assise dans un bureau d'angle avec vue sur la rade de Brest. Vital Pulse était passé du sous-sol sans fenêtre à une suite au mur de verre au 20e étage. Nous avions 60 employés. J'avais 25 ans et je venais de figurer sur une liste des 30 de moins de 30 ans dans un magazine tech. Bien sûr, ma famille n'était pas au courant de la liste. J'utilisais mon deuxième prénom pour les communiqués de presse afin de rester discrète. Pour eux, je réparais toujours des ordinateurs quelque part en ville. J'étais en pleine revue de code avec mon ingénieur principal quand mon téléphone personnel a vibré. C'était Martine. D'habitude, je laissais sonner, mais ils appelaient de manière répétée depuis 2 jours. J'ai fait signe à mon équipe de me donner 1 minute et je suis sorti dans le couloir. Allô? Élise. Enfin, la voix de ma mère était haletante, frénétique. Où étais-tu? J'essaie de te joindre toute la semaine. Je suis au travail, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa va bien? Papa va bien. C'est Kevin. Il y est bien, il a eu un coup de malchance à son travail. Un coup de malchance, ai-je demandé, appuyant mon front contre la vitre froide de la fenêtre. Tu veux dire qu'il s'est fait virer? Il ne s'est pas fait virer, a-t-elle répliqué sur la défensive. C'était une séparation d'un commun accord. Son manager était jaloux de ses compétences en leadership.
Kevin est un visionnaire, Élise. Il intimide les gens qui ont une petite vision. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du cuivre. Kevin travaillait comme superviseur d'équipe dans un magasin d'électronique. Je doutais que son leadership visionnaire soit le problème. D'accord, ai-je dit en vérifiant ma montre. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, son ton est passé à cette douceur sucrée et manipulatrice que je connaissais trop bien. On se disait. Tu travailles dans ce magasin d'informatique, n'est-ce pas? Tu y es depuis quelques années. Tu dois avoir un peu d'influence sur le directeur. J'ai fermé les yeux. Maman, Kevin a besoin d'un nouveau départ. Il doit être dans un environnement qui apprécie son intellect. Je veux que tu parles à ton patron. Obtiens un entretien pour Kevin. Peut-être pour un poste de direction ou de consultant senior. Il est très bon avec les gens. J'ai failli laisser tomber le téléphone. L'absurdité de la situation me donnait le vertige. J'étais la PDG. Je pouvais techniquement embaucher qui je voulais. Mais l'idée d'amener Kevin, paresseux, arrogant, incompétent, dans l'entreprise que j'avais bâtie avec mon propre sang et ma sueur était physiquement répugnante. Maman, ai-je dit lentement. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Sa voix s'est instantanément aiguisée. Tu as honte de lui? De ton propre frère? Non, c'est juste que mon entreprise n'embauche pas en ce moment. Ne me mens pas, Élise. Tous les magasins d'informatique embauchent. Tu ne veux tout simplement pas l'aider. Tu es jalouse. Jalouse? J'ai laissé échapper un rire court et incrédule. Jalouse de quoi exactement? De son potentiel. Tu sais, il a toujours été le plus brillant. Tu n'es qu'une simple ouvrière, Élise. C'est bien. Il en faut. Mais Kevin a l'étoffe d'un manager. Si tu lui ouvres la porte, il dirigera probablement l'endroit dans un an, et peut-être que ça te fait peur. Le silence s'est étiré. J'ai regardé l'horizon de la ville, les grues construisant de nouveaux gratte-ciel. J'ai pensé à mon compte en banque, qui était déjà plus sain que tous leurs fonds de retraite. J'ai pensé à l'équipe d'ingénieurs brillants assis dans la pièce voisine, attendant mes instructions. Tu as raison, maman, ai-je dit, ma voix glaciale. Je ne suis qu'une simple ouvrière. Je n'ai aucune influence ici. Mon patron a dit non. Au revoir. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse crier. Puis je suis retourné dans la salle de conférence, je me suis assise en bout de table et j'ai approuvé un budget de 200 000 € pour notre nouvelle campagne marketing. Le pouvoir que je détenais dans cette pièce était absolu, et savoir qu'il n'en avait aucune idée était le secret le plus doux que j'ai jamais gardé. 6 mois plus tard, les loups sont venus frapper à la porte. Un géant de la tech, appelons-le Omnicorp, a envoyé une équipe de dirigeants à Brest pour nous rencontrer, Julien et moi. Ils voulaient Vital Pulse. La réunion a eu lieu dans une salle de conseil qui sentait le cuir et l'intimidation. Le négociateur principal, un homme avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, a fait glisser un morceau de papier sur la table en acajou. Nous admirons ce que vous avez construit, a-t-il dit. Nous voulons intégrer vos données utilisateurs dans notre réseau publicitaire. Nous pensons que cette offre reflète la valeur de ces données. J'ai regardé le papier. Écrit en gras, le chiffre 50 millions d'euros. 50 millions. Je suis resté assise à regarder les zéros. J'avais 25 ans. Cet argent signifiait que je pouvais prendre ma retraite aujourd'hui. Je pouvais acheter une île. Je pouvais disparaître. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à appeler mes parents. J'ai imaginé l'expression sur le visage de Martine si je lui disais que je valais 50 millions d'euros. J'ai imaginé Kevin s'étouffant de jalousie. C'est une offre généreuse, a murmuré Julien à côté de moi. Ses mains tremblaient légèrement sous la table. Élise, c'est le moment. C'est la sortie. Mais le négociateur a continué à parler. Bien sûr, nous devrons apporter quelques changements. Les fonctionnalités de confidentialité que vous avez, elles sont un peu restrictives. Nous devrons ouvrir les journaux de santé des utilisateurs à nos partenaires. Publicité ciblée pour les produits pharmaceutiques, ajustement d'assurance, ce genre de choses. Nous monétisons l'anxiété. C'est le modèle. Mon estomac s'est noué. Vital Pulse a été créé parce que j'étais une enfant malade et seule qui avait besoin d'aide,
pas une cible pour des publicités. J'ai pensé aux milliers d'utilisateurs qui nous envoyaient des emails pour nous dire que notre application leur avait sauvé la vie. Puis, étrangement, j'ai pensé à Kevin. La semaine précédente, j'avais appris par des rumeurs que Kevin avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il avait encastré sa voiture dans une camionnette garée. Il n'a pas été blessé, mais la voiture était une épave. Mes parents avaient de nouveau vidé leurs économies d'urgence pour payer sa caution et engager un avocat pour que cela soit requalifié en délit mineur. Ils jetaient de l'argent sur ces erreurs pour les faire disparaître. Ils vendaient leur intégrité pour sauver les apparences. Si je prenais cet argent, si je vendais mes utilisateurs juste pour devenir riche, je serais exactement comme eux. Je vendrais mon âme pour le confort. J'ai levé les yeux vers l'homme en costume. Non. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le négociateur a cligné des yeux. Pardon? La réponse est non, ai-je dit, la voix ferme. Nous ne vendons pas. Pas à vous. Pas pour ce modèle. Élise, l'homme a gloussé avec condescendance. C'est 50 millions d'euros. Vous êtes une gamine. Vous réparez des ordinateurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que vous avez dit à la presse? Vous jouez à un jeu dangereux. Je ne joue pas, je me suis levé. Et le prix de mon intégrité est bien plus élevé que 50 millions. La réunion est terminée. Nous sommes sortis. Dans l'ascenseur, Julien s'est appuyé contre le mur et a expiré un souffle qu'il semblait retenir depuis une heure. Tu es folle, a-t-il dit en souriant. Tu le sais, n'est-ce pas? On aurait pu conduire des Ferrari demain. Je ne veux pas de Ferrari, ai-je dit en vérifiant mon téléphone. Je veux gagner. Et gagner, c'est le faire à ma façon. Ce soir-là, j'ai mangé des sushis à emporter dans mon appartement et j'ai regardé un film. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. Élise, sa voix était fatiguée. Écoute, on est un peu à court ce mois-ci avec les frais de justice de Kevin. L'avocat est cher. Pourrais-tu nous dépanner de 200 €, juste jusqu'à la paix? 200 €. Je venais de refuser 50 millions. Je peux envoyer 100 €, papa, ai-je dit calmement. C'est tout ce que j'ai pour le moment. D'accord, a-t-il soupiré. D'accord. Merci, ma puce. Et, peut-être que tu devrais faire quelques heures supplémentaires. Tu sais, travailler plus dur. Kevin traverse une période difficile. On doit tous se serrer les coudes. Oui, ai-je dit en fixant l'horizon. Je travaillerai plus dur. C'est promis. J'ai envoyé les 100 €. C'était la dernière fois que je leur envoyais de l'argent. L'univers a une drôle de façon de vous récompenser lorsque vous tenez bon. Ou peut-être qu'il apprécie simplement l'ironie dramatique. 8 mois après avoir rejeté Omnicorp, un énorme conglomérat de la santé nous a approchés. Ils ne voulaient pas dépecer l'application. Ils voulaient l'utiliser comme moteur de soins préventifs pour l'ensemble de leur réseau hospitalier. Ils voulaient préserver la confidentialité. Ils voulaient garder l'équipe. Ils voulaient que je reste en tant que conseillère stratégique. La négociation a duré 3 mois. C'était épuisant. Avocat, audit, nuit blanche à examiner des contrats plus épais que des annuaires téléphoniques. Mais le 20 décembre, 4 jours avant Noël, je me suis assise dans une salle de conférence à Grenoble, où nous avions déménagé le siège social pour des raisons fiscales, et j'ai signé les derniers documents. Le prix de vente était de 180 millions d'euros. Après impôts, après avoir remboursé les investisseurs, après avoir donné de généreux bonus à Julien et aux premiers employés, j'ai personnellement touché environ 110 millions d'euros. Lorsque le virement a atteint mon compte, je n'ai pas crié. Je n'ai pas sabré le champagne. Je me suis assise dans ma voiture dans le parking et j'ai pleuré. Pas des larmes de joie, juste un relâchement. C'était comme si j'avais tenu une lourde pierre au-dessus de ma tête pendant 26 ans et que je l'avais enfin posée. J'étais riche. Riche au point de créer une fortune générationnelle. Je pouvais acheter la maison de mes parents 100 fois et la brûler, cela n'entamerait même pas mes revenus d'intérêt. Mais je ne les ai pas appelés. Au lieu de cela, je suis allé voir le docteur Lambert. Le docteur Lambert était une thérapeute que j'avais engagée 1 an auparavant. C'était une femme sévère aux yeux bienveillants qui ne me laissait pas m'en tirer avec mes tactiques d'évitement habituelles. Alors,
dit-elle en me regardant par-dessus ses lunettes. Vous êtes centimillionnaire. Comment vous sentez-vous? Vide, ai-je admis. Je pensais que je voudrais leur frotter ça au nez immédiatement. Je pensais que j'engagerais un avion pour écrire 180 millions d'euros au-dessus de leur maison, mais maintenant je me sens juste fatigué. C'est parce que vous cherchez toujours leur permission pour réussir, a déclaré le docteur Lambert. Vous attendez qu'ils applaudissent. Ils n'applaudiront jamais, Élise. Pas à moins qu'ils ne pensent que les applaudissements leur rapporteront quelque chose. Alors, qu'est-ce que je fais, ai-je demandé. C'est Noël. Ils m'ont invité. Martine m'a envoyé un texto disant que ce sera comme au bon vieux temps. Est-ce que j'y vais? Le docteur Lambert s'est penché en avant. Allez-y. Mais n'y allez pas en tant que la fille cherchant l'approbation. Allez-y en tant que scientifique. Traitez cela comme une expérience. Entrez dans cette maison et observez-les. Observez la dynamique. Voyez-les non pas comme vos parents mais comme des personnes. Des personnes imparfaites, limitées, petites. Et quand vous verrez la vérité, vous saurez quoi faire. Une expérience, ai-je répété. Une collecte de données. Exactement. Vous avez l'ultime levier maintenant. Vous avez la vérité. Vous avez l'argent. Vous avez le pouvoir. Allez voir s'ils ont changé. S'ils n'ont pas changé, eh bien, vous avez les moyens de partir pour toujours. J'ai quitté son bureau avec un plan. Je ne rentrais pas à la maison pour me réconcilier. Je rentrais à la maison pour inspecter les ruines. J'ai pris un vol en première classe pour Brest, mais j'ai loué un SUV modeste à l'aéroport. Je ne voulais pas dévoiler mon jeu trop tôt. Je voulais que la révélation, s'il devait y en avoir une, se fasse selon mes conditions. J'ai pris une suite à l'hôtel Four Seasons en centre-ville. J'ai pris une longue douche, j'ai mis un simple pull et un jean, du cachemire cher et un jean de créateur, mais assez subtil pour que ma famille, aveugle à la mode, ne remarque pas le prix, et j'ai conduit jusqu'en banlieue. Le trajet était une machine à remonter le temps. Chaque coin de rue ravivait un souvenir de moi marchant seul, attendant un bus, fuyant. Quand je suis arrivé devant la maison, j'ai été frappé par sa petite taille. Dans mon souvenir, c'était ce monument imposant de mon oppression. En réalité, c'était juste une maison à demi-niveau avec une peinture grise écaillée et une pelouse qui était plus de la mousse que de l'herbe. Il y avait une voiture de sport rouge vive toute neuve dans l'allée. Une location. Clairement, le véhicule de Kevin pour les vacances, payé par mes parents. La berline de 10 ans de mon père était garée dans la rue, rouillant sous la pluie. Les priorités étaient visibles depuis le trottoir. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai vérifié le solde de mon compte en banque sur mon téléphone une dernière fois juste pour me rappeler qui j'étais, et j'ai remonté l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne frappe. Martine se tenait là. Elle avait l'air plus âgée. Les rides autour de sa bouche étaient plus profondes, gravées par des années de froncement de sourcils et de complaisance. Elle portait un tablier de fête qui semblait forcé. « Élise, dit-elle. » Elle me fit une étreinte lâche et rapide, comme si elle serrait dans ses bras une parente éloignée qu'elle n'aimait pas vraiment. « Tu es arrivé. Tu as apporté les cadeaux? Pas comment vas-tu? Pas félicitations pour ta promotion, que j'avais vaguement laissé entendre. Juste tu as apporté les cadeaux. Joyeux Noël, maman, ai-je dit en entrant. Oui, les cadeaux sont dans la voiture. Bien. Kevin n'arrêtait pas de demander. Entre. Entre. Ne laisse pas la chaleur sortir. La maison sentait la même chose. Un mélange d'odeurs de pain artificiel, de vieille huile de cuisson et de stagnation. Je suis entré dans le salon. Henri était assis dans son fauteuil, endormi, la télévision diffusant un match de football à plein volume. Et là, affalé sur le canapé comme un roi en exil, se trouvait Kevin. Il avait pris du poids. Son visage était bouffi, ses yeux cernés de rouge. Il tenait une bière bien qu'il ne soit que 14 heures. Il portait un survêtement qui avait l'air cher mais mal ajusté. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas coupé le son de la télé. Il m'a juste regardé de haut en bas avec ce ricanement familier. Tiens, qui voilà, a traîné Kevin. La technicienne informatique. Tu as réparé assez d'imprimantes pour te payer un billet d'avion ou c'est maman qui a dû payer?
J'ai senti une bouffée de l'ancienne colère, cette chaleur piquante dans ma poitrine. Mais ensuite, je me suis souvenu du docteur Lambert. Observer, collecter des données. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Je ne voyais plus un grand frère effrayant. Je voyais un homme de 31 ans sans travail, sans perspective, vivant au crochet de ses parents âgés, essayant d'intimider sa petite sœur pour se sentir grand. Il n'était pas un monstre. Il était pathétique. Je l'ai payé moi-même, Kevin, ai-je dit calmement. Belle voiture de location dehors. Qui a payé pour ça? Ses yeux se sont rétrécis. Je suis entre deux projets en ce moment. Tu ne comprendrais pas. La haute finance, c'est compliqué. C'est ça, ai-je dit. La haute finance. Élise, viens m'aider dans la cuisine, a crié maman depuis l'autre pièce. Ces pommes de terre ne vont pas s'éplucher toutes seules. J'ai regardé Kevin une dernière fois, j'ai souri d'un sourire qui n'atteignait pas mes yeux, et je me suis dirigé vers la cuisine. Le piège était tendu. Je n'avais plus qu'à attendre qu'ils y tombent. La cuisine était chaude et sentait la dinde rôtie et le ressentiment rassis. Je me tenais au comptoir, épluchant des pommes de terre avec un couteau émoussé, exactement comme je l'avais fait quand j'avais 10, 12 et 16 ans. C'était comme si le temps n'avait pas passé. J'étais la PDG d'une société multimilliardaire. Pourtant, dans cette maison, j'étais toujours juste la bonne à tout faire. Martine remuait une sauce sur la cuisinière. Dos à moi. Elle fredonnait un chant de Noël, mais la tension dans ses épaules était visible. Alors, a-t-elle commencé, en gardant un ton décontracté. Trop décontracté. Kevin me dit que tu vis toujours dans cet appartement en centre-ville. Celui avec les colocataires. Je n'y avais pas vécu depuis 3 ans. Je possédais un Penthouse, mais je ne l'ai pas corrigé. C'est abordable, maman. C'est ça. Abordable. Elle a soupiré, secouant la tête. Tu sais, ça nous inquiète, Élise. Tu travailles si dur, mais tu ne sembles jamais t'en sortir. Pendant ce temps, Kevin est sur le point de réaliser quelque chose d'énorme. Sa nouvelle affaire d'import-export, ça va être la bonne. Il a juste besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. J'ai continué à éplucher. La peau de la pomme de terre s'enroulait en longues lanières sales. Ah oui? Oui. En fait, elle s'est retournée, s'essuyant les mains sur son tablier. Ça y est. Le moment charnière. Il a un léger problème de trésorerie. Juste temporaire. Les banques sont si lentes pendant les vacances, tu sais. Il doit payer un fournisseur d'ici mardi ou tout l'accord tombe à l'eau. Elle s'est appuyée contre le comptoir, me regardant avec ses yeux suppliants qui fonctionnaient toujours sur mon père. Nous avons épuisé nos liquidités pour l'aider à installer le bureau. On se demandait, puisque tu n'as pas de famille à charge et que tes dépenses sont si faibles, peut-être que tu pourrais aider ton frère. J'ai posé le couteau. L'aider comment? Un prêt relais, a-t-elle dit rapidement. Juste 10 000 €. Il te remboursera le double dans un mois. Il a promis. 10 000 €. Il pensait que j'étais une technicienne de maintenance fauchée. Pourtant, ils essayaient toujours de me saigner à blanc. Si j'étais vraiment en difficulté, 10 000 € serait une dette qui ruinerait ma vie. Mais ils s'en fichaient. Ils me laisseraient mourir de faim pour nourrir les délires de Kevin. Je n'ai pas 10 000 € qui traînent, maman, ai-je dit, la voix ferme. Je vis d'un salaire à l'autre. Tu te souviens. Son visage s'est durci. Le masque de la mère inquiète a glissé, révélant la froide directrice en dessous. Eh bien, tu as sûrement une carte de crédit ou des économies. Élise, c'est de son avenir qu'il s'agit. Ne sois pas égoïste. Tu as toujours été si radine. Radine, ai-je répété. Je vous ai envoyé de l'argent pour son avocat. Je vous ai envoyé de l'argent pour son loyer. Je n'ai jamais demandé un centime en retour. C'était la famille qui aidait la famille, a-t-elle lancé. Mon Dieu, tu comptes tout. Bon, oublie que j'ai demandé. Si tu veux voir ton frère échouer, ce sera sur ta conscience. Elle s'est retournée vers la sauce, remuant agressivement. J'ai repris la pomme de terre. Mes mains ne tremblaient pas. Autrefois, j'aurais déjà été en larmes, me sentant coupable,
me demandant si j'étais une mauvaise personne. Maintenant, je ressentais juste de la clarté. Le docteur Lambert avait raison. Les données étaient concluantes. Il ne me voyait pas comme une personne. Il me voyait comme une ressource à exploiter jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. À table, a-t-elle crié, sa voix soudainement joyeuse à nouveau en regardant vers le salon. Allez, les garçons. C'est l'heure de la dinde. La table de la salle à manger était dressée avec les belles assiettes en porcelaine, et ébréchée sur les bords mais sortie uniquement pour les fêtes. Kevin était assis en bout de table, une place habituellement réservée au père, mais Henri avait abdiqué son autorité des années auparavant. J'étais assise sur le côté, près de la porte de la cuisine, pour pouvoir me lever et remplir les verres. Le repas a commencé avec le théâtre habituel. Henri a fait l'éloge de la dinde même si elle était sèche comme de la sueur. Martine paradait. Kevin mangeait comme un loup affamé, enfournant la nourriture dans sa bouche tout en parlant la bouche pleine. Alors, a dit Kevin, en pointant sa fourchette vers moi. Maman dit que tu es toujours célibataire. Pas de mecs intéressés au magasin d'informatique où tu es juste trop occupé à redémarrer des routeurs? Il a ri de sa propre blague. Henri a gloussé nerveusement, me jetant un coup d'œil. Allons Kevin, sois gentil. Élise travaille dur. Je dis juste ça comme ça, a ricané Kevin en prenant une longue gorgée de vin. Elle a 26 ans. L'horloge tourne. Si elle ne trouve pas un mari bientôt, qui va s'occuper d'elle? Ce n'est pas comme si elle allait prendre sa retraite avec un salaire de technicienne. J'ai pris une gorgée d'eau. Je me débrouille très bien, Kevin. Comment vont les affaires d'importation? Il s'est raidi. Ça explose. On passe à l'international au prochain trimestre. Je regarde des propriétés à Cannes. Je vais avoir besoin d'un paradis fiscal. Il n'avait pas de passeport. Je savais pertinemment que son entreprise consistait à acheter des camelotes en dropshipping à l'étranger et à ne pas réussir à les revendre sur Amazon. Ça a l'air cher, ai-je dit. Maman a dit que tu avais besoin de 10 000 € pour payer un fournisseur. Le silence s'est fait à table. Kevin a lancé un regard noir à maman. Martine a pâli. Je n'ai pas dit ça, a menti rapidement Martine. J'ai dit que vous étiez en pleine expansion. Kevin a claqué son verre de vin sur la table. Je n'ai pas besoin de ton argent, Élise. Je n'ai besoin de rien de ta part. Je suis en train de bâtir un empire. Et toi, qu'est-ce que tu construis? Il s'est penché en avant, le visage rouge d'alcool et de méchanceté. Tu perds encore ta vie avec ce petit truc d'application que toi et ton copain nerd faisiez à la fac. Comment ça s'appelait? Vital quelque chose. Tu as déjà gagné un seul centime avec ça? C'est une entreprise, Kevin, ai-je dit doucement. Pas un hobby. C'est une blague, a-t-il crié. C'est une entreprise sans valeur. Personne ne se soucie de ton petit journal de santé. Tu te crois si intelligente parce que tu lis des livres, mais dans le monde réel, tu n'es personne. Tu es invisible. Kevin, ça suffit, a marmonné papa, fixant sa purée. Non, ça ne suffit pas, a hurlé Kevin. Elle arrive ici en se la jouant supérieure avec sa voiture de location et son attitude, refusant d'aider la famille. Elle est égoïste et elle perd son temps avec un rêve sans valeur et sans avenir. Voilà. Le déclencheur. Sans valeur. Le mot est resté en suspens dans l'air, vibrant. J'ai regardé Martine. Elle ne me défendait pas. Elle regardait Kevin avec sympathie, comme s'il était la victime de mon entêtement. J'ai soigneusement placé mes couverts sur l'assiette. Je me suis essuyé la bouche avec la serviette en papier. Mon rythme cardiaque était à peine élevé. J'ai vérifié mon tableau de bord interne. Calme, stable, prête. En fait, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a tranché la pièce comme une lame de rasoir. Je ne travaille plus au magasin d'informatique. Kevin a levé les yeux au ciel. Oh, génial. Tu t'es fait virer? Maintenant, on va devoir t'entretenir. Non, ai-je dit, et je ne perds plus mon temps avec l'application non plus. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que je l'ai vendu. Le silence qui a suivi était absolu. On pouvait entendre le réfrigérateur bourdonner dans la cuisine.
Kevin a cligné des yeux, son cerveau essayant de traiter l'information. Un ricanement est revenu sur son visage. Tu l'as vendu? Il a laissé échapper un court rire aboyant. À qui? À un autre nerd minable? Qu'est-ce que tu as eu? 5000 balles? Assez pour rembourser tes prêts étudiants. Martine avait l'air pleine d'espoir. Vraiment, Élise? C'est bien. Chaque petit geste compte. Peut-être que maintenant tu peux contribuer au fonds familial. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai déverrouillé et j'ai ouvert mon application bancaire. J'avais réglé l'affichage en gros caractères spécifiquement pour ce moment. Je ne l'ai pas vendu pour 5000 €, ai-je dit. Et je ne l'ai pas vendu à un nerd. Je l'ai vendu à un conglomérat de la santé. J'ai tourné le téléphone et je l'ai placé au centre de la table, juste à côté de la saucière. Je l'ai vendu pour 180 millions d'euros. Kevin s'est figé. Sa bouche est littéralement restée ouverte, un morceau de dinde visible sur sa langue. Martine a laissé tomber sa fourchette. Elle a retenti bruyamment contre la porcelaine. Henri a levé les yeux, ses yeux s'écarquillant derrière ses lunettes. Quoi? A murmuré Kevin. C'est une fausse application. C'est une capture d'écran. Fais défiler, ai-je dit froidement. Touche-la. C'est en direct. Il a tendu une main tremblante. Il a touché l'écran. Il a fait défiler l'historique des transactions. Le virement d'il y a 3 jours. Le solde, 110 millions d'euros actuellement disponibles en espèces. Il a levé les yeux vers moi. La couleur avait quitté son visage, le laissant d'un gris maladif. C'est réel. C'est réel, ai-je dit. J'étais la seule propriétaire. Enfin, je l'étais. Maintenant, je suis juste la présidente du conseil d'administration. Martine a poussé un son qui était à moitié un hoquet, à moitié un sanglot. 100 millions. Élise, mon bébé. Elle s'est levée et s'est approchée de moi. Oh mon Dieu, nous sommes riches. Henri, regarde. Nous sommes riches. J'ai reculé. Non, ai-je dit. Nous ne sommes pas riches. Je suis riche. Martine s'est figée. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes une famille. Nous faisons tout ensemble. Vraiment? Je me suis levé. La chaise a raclé bruyamment contre le sol. Quand j'ai eu besoin de points de suture à 8 ans, tu m'as dit que je gâchais la fête de Kevin. Quand mon appendice a éclaté, vous m'avez enjambé pour aller à un match de foot. Quand je ne pouvais pas payer mon loyer, vous m'avez dit de me débrouiller. Quand j'ai essayé de vous parler de mon entreprise, vous l'avez qualifié de bobby stupide. J'ai regardé Kevin, qui fixait le téléphone comme si c'était le Saint Graal. Tu l'as qualifié de sans valeur, Kevin. Il y a 5 minutes. Tu as dit que je n'étais personne. Je plaisantais, a balbutié Kevin, un sourire désespéré et en sueur se formant sur son visage. Tu me connais, Lise. Je suis un farceur. On est frères et sœurs. C'est comme ça qu'on fait. Allez, ne sois pas comme ça. Je ne suis pas Lise, ai-je dit. Je suis la PDG qui vient de gagner plus d'argent en une seule transaction que toute cette famille n'en a gagné en 3 générations. Et je l'ai fait sans votre aide. En fait, je l'ai fait malgré vous. J'ai repris mon téléphone et je l'ai glissé dans ma poche. Tu voulais 10 000 €, Kevin? C'est ce que tu as demandé. Oui, a-t-il dit, les yeux s'illuminant. Juste un prêt, un investissement. Je peux gérer ton family office. Je peux gérer le portefeuille. J'ai ri. C'était un rire authentique et sombre. Tu ne peux même pas gérer une arnaque de dropshipping. Non, Kevin. Tu n'auras rien. Pas 10 000 €. Pas 10 €. Tu as tes parents. Tu as ta vision. Ça devrait suffire. Je me suis tourné vers Martine. Elle pleurait maintenant. Des larmes laides et terrifiées. Élise, s'il te plaît, ne pars pas. On peut en parler. On t'aime. Vous aimez l'argent, ai-je dit. Vous aviez oublié que j'existais jusqu'à ce que vous voyiez ce chiffre. Eh bien, vous pouvez recommencer à oublier. Profitez de la dinde.
Elle est sèche. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle à manger. Derrière moi, j'ai entendu Kevin crier sur sa mère, la blâmant, le son d'un verre se brisant contre le mur. Je n'ai pas bronché. Je suis sorti par la porte d'entrée dans l'air froid et pur de la nuit, et je suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'ai conduit directement au Four Seasons. J'ai commandé un hamburger en service de chambre et une bouteille de vin. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, et l'appareil a failli vibrer jusqu'à tomber de la table. 47 appels manqués. 82 messages textes. La première douzaine venait de Martine. Ils ont commencé par du love bombing. Élise, ma chérie, s'il te plaît, reviens. Nous étions juste sous le choc et nous sommes si fiers de toi. Puis ils sont passés à la culpabilité. Comment peux-tu laisser ta mère pleurer le jour de Noël, et la famille partage, Élise, c'est une chose chrétienne à faire. Puis Kevin a pris le relais. Ces textos étaient maniaques. Tu me dois ça. Je te protégeais au lycée. Ce n'était pas vrai. Tu te crois meilleur que nous? Tu n'es rien sans nous. Si tu ne m'envoies pas 1 million d'euros d'ici demain, je vais voir la presse. Je leur dirai que tu m'as volé l'idée. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai fait des captures d'écran de tout. 3 jours plus tard, de retour à Grenoble, la menace juridique est arrivée. C'était une lettre d'un petit avocat de Brest. Mes parents me poursuivaient en justice. La plainte était absurde. Ils exigeaient une compensation rétroactive pour le gîte, le couvert et le soutien éducatif, plus des honoraires de consultation, affirmant que Kevin avait fourni une propriété intellectuelle cruciale pour Vital Pulse lors des dîners de famille. Ils demandaient 5 millions d'euros. C'était du racket. Ils pensaient que je paierais juste pour qu'ils me laissent tranquille. Je me suis assise dans mon bureau avec Julien et mon équipe juridique. Mon avocat général, un requin nommé Maître Dubois, a regardé la lettre et a ri. C'est mignon, a-t-il dit. Voulez-vous un règlement à l'amiable? Non, ai-je dit. Je veux les anéantir. Nous avons compilé l'audit. J'ai demandé à mon comptable de sortir tous les dossiers financiers disponibles. Nous avons trouvé les registres des prêts que je leur avais envoyés au fil des ans. Nous avons trouvé les registres publics du refinancement de leur maison. Nous avons estimé le coût de mon éducation par rapport à celle de Kevin, en se basant sur l'école publique contre l'école privée, l'université publique contre ses multiples diplômes ratés. Maître Dubois a rédigé une réponse. Elle était brutale. Elle énumérait ligne par ligne la négligence financière dont j'avais souffert. Elle joignait les captures d'écran des textos de chantage de Kevin. Le paragraphe de clôture disait « Si vous poursuivez cette action en justice futile, Mademoiselle Élise intentera une contre-poursuite pour détresse émotionnelle et tentative d'extorsion. Elle publiera également ses messages textes et ses dossiers financiers au public ainsi qu'aux investisseurs des entreprises actuelles de Monsieur Kevin. Nous vous suggérons fortement de cesser tout contact immédiatement. Nous l'avons envoyé par courrier recommandé. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de leur avocat. Le procès a été abandonné 48 heures plus tard. Silence. Cela fait 1 an depuis ce dîner. Je vis à Grenoble maintenant, à plein temps. J'ai acheté une maison au bord du lac. Elle a de grandes fenêtres, une cuisine de chef, et une chambre d'amis que mes amis utilisent vraiment. Julien a acheté la maison voisine. Nous travaillons sur un nouveau projet maintenant, quelque chose impliquant l'IA et l'accessibilité à la santé mentale. Je n'ai plus de nouvelles directes de mes parents. Mon avocat s'occupe de tout. Mais j'entends des choses par le bouche à oreille. La vie de Kevin a implosé. Environ 2 mois après Noël, une vidéo est devenue virale sur Reddit. Elle montrait un homme en uniforme de Darty criant sur un client, le traitant de pauvre déchet et fulminant sur le fait que sa sœur lui avait volé ses millions. C'était Kevin. Il s'est fait virer. L'entreprise d'importation s'est avérée être un système pyramidal, et il a perdu le peu d'argent qu'il restait à mes parents. Martine et Henri ont vendu la maison. La maison où j'ai grandi n'existe plus. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres dans une ville moins chère à 2 heures de là. J'ai entendu dire que Martine raconte aux voisins que sa fille est une PDG de haut vol qui est trop occupée à sauver le monde pour leur rendre visite. Elle s'accroche toujours à l'illusion d'une famille parfaite. Même après que j'ai brûlé le cadre photo. Hier,
Une lettre est arrivée à mon bureau. Elle n'avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. C'était de mon père. Je l'ai ouverte. Elle était courte. Élise, je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose à table. J'aurais dû dire quelque chose il y a 20 ans. J'ai été faible. J'espère que tu es heureuse. Papa. Il n'y avait pas de demande d'argent. Juste un aveu de lâcheté. J'ai regardé la lettre pendant longtemps. Une partie de moi voulait pleurer. Une partie de moi voulait l'appeler, mais je me suis souvenu du ballon. Je me suis souvenu de lui regardant la télévision pendant que je saignais. Je me suis souvenu de son silence quand Kevin m'a traité de sans valeur. Des excuses sans changement de comportement ne sont que de la manipulation. Il était désolé d'avoir perdu son plan de retraite, pas sa fille. J'ai mis la lettre dans la déchiqueteuse. Je l'ai regardée se transformer en confetti. Puis j'ai lacé mes chaussures. J'ai mis mes écouteurs et je suis allé courir. J'ai couru le long du lac, le soleil sur mon visage, l'air sentant l'eau et les fleurs sauvages. Mes jambes étaient fortes. Mes poumons étaient clairs. Je ne courais plus pour m'échapper. Je courais parce que c'était bon d'être en vie. Je courais parce que j'étais libre. Je ne les déteste pas. La haine demande trop d'énergie. Pour moi, ils ne sont plus rien. C'est un chapitre d'un livre que j'ai fini d'écrire. Et la suite va être incroyable. Alors, je suis parti avec 180 millions d'euros et j'ai laissé ma famille faire face aux conséquences de leur propre choix.